bonjour, je m'appelle Stéphane Darmeny, je suis à la fois docteur, c'est ce qui est écrit là, docteur en médecine et en informatique. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Rouen, à Rouen, donc, pardon, excusez-moi, et je suis directeur adjoint du LIMIX, qui est une équipe INSERM essentiellement parisienne, donc, que nous avons rejoint il y a 2 ans et demi, enfin non, 18 mois, enfin presque 2 ans maintenant, et c'est tout, voilà. Bonjour, je suis Yann Briand, donc pharmacien expert sémantique à l'ANS. Donc je suis co-responsable du Centre de gestion des terminologies de santé au sein de l'ANS. Nous sommes réunis pour l'heure suivante pour parler de l'évaluation des terminologies. Donc voici le plan que l'on va suivre, Stéphane et moi. Donc je vais vous dire pourquoi on va évaluer une terminologie, le rôle de l'évaluation sémantique dans les missions du CGTS, et nous allons voir le processus d'évaluation. Donc, pour bien comprendre ce processus, nous allons commencer par rappeler les différentes ressources sémantiques existantes, les différents cas d'usage, pour après balayer les critères d'évaluation, les méthodes d'évaluation. Et au terme de cette introduction, je passerai la parole au professeur Darmeny qui nous fera un retour terrain de son expérience d'évaluation, de choix de ressources sémantiques pour le serveur du CHU de Rouen, donc c'est-à-dire ETOP. Slide suivant. Élodie, s'il te plaît. Donc, pourquoi évaluer une terminologie? Donc, une ressource sémantique, j'appellerais terminologie avec un grand T, toutes les ressources sémantiques que l'on va voir. Donc, une ressource sémantique est construite de manière multiculturelle. L'expert métier va s'occuper du contenu et va représenter un certain domaine de connaissances avec son propre vocabulaire. Et les experts informatiques vont assister ces experts métiers pour donner du contenant et de la structure à cette représentation du domaine de connaissances pour enrichir les descriptions, pouvoir avoir une utilisation machine de ces ressources sémantiques. Les ressources sémantiques sont construites par rapport à des besoins spécifiques ou généraux. Par exemple, pour la CCAM, au niveau de la CNAM, ça va permettre de facturer un acte, mais pas forcément de bien décrire ce qu'est un acte. Pour la CIM, la classification internationale de maladies, qui est la terminologie de l'OMS, jusqu'à présent, c'était de permettre de normaliser les statistiques de morbimortalité à travers le monde. Mais maintenant, grâce à l'apport et aux bons technologiques apportés par la dernière version de la CIM, ça sert à structurer les données au sein d'un dossier patient électronique. Et à ce titre-là, la CIM 11 doit être évaluée dans ce nouveau contexte. Les ressources sémantiques disponibles pour le monde de la santé sont extrêmement nombreuses. Donc, à titre d'exemple, le serveur de multiterminologique du CHU de Rouen, ETOP, contient actuellement plus de 85 ressources sémantiques en français. Stéphane Darmeny va pouvoir nous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et Bioportal, qui est probablement le serveur de multiterminologie le plus connu au monde, lui en recense 845. Donc, face à un tel choix, il est bien important de pouvoir juger de la qualité d'une ressource, puisqu'on a pour un certain domaine de connaissances, on a le choix entre plusieurs ressources, et il faut pouvoir les évaluer sur des critères objectifs, donc pour juger de la qualité de la ressource et l'adéquation par rapport aux besoins de l'utilisateur. Slide suivant, Élodie. Voilà, donc rapidement, le CGTS, je crois que tout le monde connaît. Donc, on a été créé en 2018 dans le cadre de l'action 10 de la feuille de route Ma Santé 2022 avec l'instauration d'une gouvernance des terminologies et
et avec pour mission d'être le guichet national de publication des terminologies. Donc, on a essentiellement 3 missions. Donc, la mission 1, dans laquelle se situe l'évaluation des ressources sémantiques, qui est donc d'analyser les besoins de l'écosystème, de coordonner des unités de production sémantique et de produire une feuille de route. Et donc, au niveau de l'adoption des ressources sémantiques, c'est là que se situe le processus d'évaluation. La mission 2 et la mission 3 sont concentrées sur la publication et donc le guichet national et avec le serveur multiterminologique que l'on est en train de mettre en œuvre. Et la mission 3, c'est la documentation et la formation des utilisateurs au bon usage des ressources sémantiques. Slide suivant. Donc, notre objectif au niveau du CGTS, c'est de structurer l'écosystème sémantique français qui est extrêmement riche, mais très hétérogène. Hétérogène au niveau des formats, au niveau des sources. Par exemple, on a deux CCAM, une publiée par l'ATH, une publiée par la CNAM. On a des SIM10 une SIM10 publiée au format PDF qui vient d'évoluer vers un format CLAML. On a au sein de la CNAM, par exemple, 2 LPP, une licensus, une complète. Et donc, il faut vraiment organiser cette offre qui est absolument riche, la structurer, la mettre en qualité et bien sûr stimuler son usage sur le terrain et la bonne intégration dans les logiciels. Donc, le CGTS, nous, on a pour volonté d'effectuer un travail de rationalisation avec, en premier, donc constituer ce corpus national avec un point d'orgue sur la mise en qualité des terminologies en usage et leur fédération dans le serveur de multiterminologie de l'ANS. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir ce corpus national librement accessible, librement exploitable, qui va servir de langage commun pour tous les échanges de santé. Et c'est dans ce cadre-là que l'évaluation des terminologies est la clé de l'organisation de ce corpus national cohérent. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, pour indication, là, on ne va pas discuter du catalogue, mais c'est pour situer l'évaluation dans notre travail. Donc, pour l'instant, on a 32 terminologies qui sont utilisées par les volets d'interopérabilité du cadre d'interopérabilité des systèmes de santé. Pour les besoins de nouveaux volets, on a actuellement 13 terminologies à l'étude et dans notre cartographie internationale, cartographie opérationnelle sur les cas d'usage qui sont en discussion, les cas d'usage à venir. Donc, notre travail de fond, on a 95 ressources sémantiques recensées. Slide suivant. Donc, l'évaluation, l'évaluation dans le processus d'adoption suit la doctrine du cadre d'interopérabilité, comme pour le choix des standards internationaux. Ça vient d'une expression de besoin, d'une étude métier. Et là, les professionnels de santé sont au cœur de nos préoccupations pour déterminer le bon vocabulaire qui leur va bien pour leurs échanges et pour leur cas d'usage. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le choix des ressources sémantiques, donc avec 3 étapes. La première étape, c'est une fois que l'étude métier, la granularité du vocabulaire est définie, on regarde s'il y a des terminologies de référence qui sont déjà utilisées, avec une politique de gestion formalisée, avec un format de distribution validé, qui soit, si possible, interopérable et qui réponde aux normes, à un certain standard de qualité de représentation des données interopérables. Pour ne pas le citer, c'est un format dérivé RDF, donc OWL, SCOS, enfin peu importe, mais un standard RDF, et avec une licence de distribution qui donne de la lisibilité et de la sécurité juridique pour les utilisateurs. Si cela n'existe pas, c'est là qu'on commence le processus d'évaluation en recherchant de manière systématique des terminologies de référence existantes. Donc là, on va mener cette évaluation, on va valider le choix d'une terminologie. On regarde, donc dans la validation, il y a aussi le choix de l'UP, la discussion avec l'unité de production, avec un format de distribution
contribution à une politique de gestion est très important, le choix d'une licence qui soit le plus proche possible d'une licence open data pour respecter la doctrine d'État de favoriser l'innovation et la circulation des informations. Donc, toute administration publique avec lesquelles on va travailler, on travaillera donc sur une licence de type CC BY ou licence ouverte V2, donc compatible avec l'ouverture des données. Et si on ne trouve pas de terminologie de référence, on va commencer à regarder sur la création d'une terminologie que l'on va travailler avec les experts métiers pour aller dans le sens de leur cas d'usage. Slide suivant. Donc, nous allons maintenant un petit peu approfondir les ressources sémantiques, l'évaluation. Je voudrais juste ici rappeler un peu les différents types de ressources sémantiques qui existent en fonction de la complexité de leur organisation. Donc, du plus simple au plus compliqué, on a la liste, le glossaire, le dictionnaire, qui sont juste des listes de termes qui représentent un domaine de connaissances qui ne sont pas forcément organisés, mais qui aident l'humain pour structurer et représenter sa connaissance. Donc là, par exemple, dans le domaine de la santé, à ce niveau-là, on peut citer le référentiel du médicament virtuel, qui est une liste extrêmement pratique, qui contient tous les médicaments virtuels utilisables en France, mais qui n'est absolument pas organisé. C'est une liste à plat qui liste tous les médicaments virtuels français. Un petit peu plus complexe, c'est la taxonomie, la classification. Ici, la connaissance est organisée de manière hiérarchique. Tous les concepts sont décrits par des termes qui sont reliés par des liens parent-enfant. Ici, on peut situer, par exemple, l'ATC, toujours au niveau du médicament, qui organise et classifie les médicaments avec du système jusqu'au principe actif, en passant par des classes thérapeutiques, des classes pharmacologiques et des actions sur certains systèmes anatomiques. Après la taxonomie, non, slide d'avant, voilà, un petit peu plus complexe encore, le thésaurus. Là, on a des listes organisées de manière hiérarchique et qui commencent à établir des règles et des relations pour mieux décrire le concept. Et là, on a une organisation de la donnée en termes préférés, termes alternatifs, synonymes, etc. Et le plus connu des thésaurus, c'est le MESH, bien sûr, qui est utilisé pour indexer, rechercher de la connaissance dans des corpus textuels. Et après, on a un degré de complexité un petit peu supérieur. On a la terminologie. La terminologie a toutes les relations, les listes des termes qui vont bien pour les experts. Les relations hiérarchiques qui permettent de décrire richement la connaissance, que ce soit monoaxial, multiaxial, avec plusieurs axes de description, et qui commencent à avoir des relations entre les termes, des relations plus complexes, donc font partie, a pour étiologie, a pour origine, fait partie d'un système, etc., etc. Et là, comme exemple, on peut donner la SNOMED CT, par exemple, qui est une terminologie extrêmement riche, qui représente différents domaines de connaissances. Et après, on a, au-delà de le dernier niveau de complexité, c'est l'ontologie. Donc là, par rapport à la terminologie, ça amène un degré de formalisme supérieur. Et là, tous les termes sont définis dans plusieurs dimensions avec un formalisme de définition uniforme sur toute l'ontologie. Et là, le but est de représenter une connaissance le plus fidèlement possible et le plus proche de la réalité de l'utilisateur de l'ontologie. Là, on a des ontologies, par exemple, on peut citer pour l'anatomie la FMA, qui est l'ontologie la plus connue sur l'anatomie, ou l'ontologie des maladies rares, qui est éditée par l'INSERM, donc par Orphanet.
Et là, on atteint le degré de formalisme ultime qui va permettre l'interprétation des données par la machine grâce à ce système de formalisme de définition. Slide suivant. Donc, au niveau des composants d'une ressource sémantique, donc là, j'ai représenté les degrés de complexité avec l'apparition des composants pour qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, toutes les ressources sémantiques sont définies par un vocabulaire, et le vocabulaire est plus ou moins de qualité en fonction des différentes ressources. Les relations hiérarchiques apparaissent à partir de la taxonomie, et on les retrouve dans les thésaurus, les terminologies, les ontologies. Les autres relations commencent à apparaître au niveau du thésaurus avec des alt-labels, des synonymes, etc. Et apparaissent dans toute leur complexité, leur richesse au niveau des terminologies et des ontologies. Et l'ontologie, par rapport, se distingue d'une terminologie, donc par le formalisme de définition des concepts, et va apporter l'interprétation, du moins va apporter la puissance pour être interprété par des machines. Slide suivant. Donc, maintenant, on a les ressources sémantiques en fonction des différents cas d'usage. Donc là, en fonction des cas d'usage, on peut distinguer 4 familles de cas d'usage. Donc l'interface utilisateur, l'encodage manuel, et la structuration des données. Il y a l'interopérabilité entre les systèmes d'information, donc le passage d'informations entre un point A et un point B. Il y a tous les cas d'usage de type annotation, recherche d'informations, indexation, et enfin le cas d'usage le plus complexe qui est le raisonnement, la déduction, l'inférence. Donc sur les 3 premiers cas d'usage, on aura besoin d'évaluer le vocabulaire et les relations. Sur le dernier, et dans une moindre mesure pour la notation, les règles peuvent également aider à avoir une meilleure annotation. Au niveau du raisonnement automatique, là, on aura besoin d'évaluer toutes les composantes de la terminologie. Donc, vocabulaire, relations hiérarchiques et sémantiques, et enfin le formalisme des règles. J'en avais pas parlé avant, et là j'introduis aussi cette dimension d'évaluation qui est en fait l'évaluation de la terminologie dans son environnement, au niveau de sa déployabilité, de la reconnaissance des utilisateurs, du consensus scientifique qui est fait dans son utilisation, la possibilité de couplage et de liaison avec d'autres ressources, etc., qui sont des composantes qui sont externes à la terminologie. Slide suivant, s'il te plaît. Là, j'atteins mon... Voilà. Donc, très rapidement, pour passer la parole à Stéphane. Excuse-moi, Stéphane. Je vais introduire le processus d'évaluation. Donc, on peut distinguer différents processus d'évaluation. D'abord, le juridique, pour voir les droits de propriété intellectuelle, la sécurité juridique apportée aux utilisateurs, qui est extrêmement important dès lors que l'on met des codes qui peuvent être propriétaires dans des dossiers patients qui doivent être pérennes et conservés ad vitam aeternam. Le processus d'évaluation technique, composant par composant, donc le vocabulaire, les relations, les règles de définition et la ressource dans son contexte d'utilisation, avec pour objectif donc, de vérifier si les concepts sont-ils correctement représentés par rapport aux besoins, sont-ils en adéquation avec les besoins des utilisateurs et les ressources sont-elles accessibles et exploitables. Slide suivant. Donc, très rapidement, la littérature est extrêmement riche, sur l'évaluation des ressources sémantiques est extrêmement riche. J'ai retenu ici à peu près une trentaine de critères. Donc, en jaune, ceux qui évaluent le vocabulaire, en rouge, ceux qui évaluent les relations, en violet, ceux qui évaluent
les règles de formalisme et envers la composante contextuelle. Donc, pour nous, au niveau du CGTS, les premiers besoins en termes d'interopérabilité, on se concentre sur le vocabulaire, c'est-à-dire la couverture. Est-ce que la couverture est-elle suffisante? Et d'autres critères sur l'extension, par exemple, qui va évaluer les post-coordinations, la faculté de créer des critères à partir des nouveaux critères, des nouveaux termes à partir de termes déjà existants, la pertinence, donc par rapport aux besoins utilisateurs qu'on peut évaluer par annotation, est-ce que le concept est-il opérationnel, la précision, par exemple toutes les synonymies qui vont permettre de retrouver facilement un terme dans une interface homme-machine, l'adéquation par rapport aux besoins des utilisateurs, est-ce que l'on déborde, est-ce que tous les termes sont-ils opérationnels, est-ce qu'on a des termes qui sont, si on considère une terminologie internationale, est-ce qu'on a des termes qui n'ont rien à faire dans une terminologie qui serait utilisée en France, etc., etc. Donc voilà, à peu près, j'ai voulu encadrer les critères qui sont, à nos yeux, les plus importants. Bien sûr, il y a d'autres critères sur la maintenance, dont tous les critères contextuels qui sont extrêmement importants. La satisfaction utilisateur, on veut absolument impliquer les professionnels de santé dans le choix des ressources sémantiques utilisées, etc., etc. Slide suivant. Donc, rapidement ici, pour brosser, là je serai très simplificateur sur les méthodes d'évaluation, elles sont extrêmement nombreuses. Donc, on a des méthodes intrinsèques où on ne regarde que la terminologie elle-même. Donc, on va analyser son vocabulaire, on va regarder sa capacité d'annotation, on va contrôler les règles et les définitions. La méthode extrinsèque, là, on compare la ressource par rapport à d'autres ressources déjà existantes, par rapport à un gold standard, par exemple, et on évalue, c'est là où on évalue la ressource dans son contexte d'utilisation. Alors, du point de vue méthode, on a des méthodes manuelles où là, c'est à dire d'experts, on investigue des hypothèses, on regarde les couvertures, les gens du métier font leurs requêtes pour pouvoir contrôler leur vocabulaire, etc. C'est la méthode la plus simple, mais la plus coûteuse en temps. Et après, il y a les méthodes automatiques pour comparer les cohérences, et là, on travaille pas mal dessus pour mettre au point des méthodes, par exemple, d'isomorphisme de graphes, pour détecter on compare des graphes de données sur un certain domaine de connaissance pour voir si la connaissance est bien représentée et définie de la même manière tout au long de la ressource, ou pour comparer deux ressources entre elles qui représentent le même domaine pour voir des similitudes de description ou des différences de description pour regarder si la ressource va pouvoir s'occuper va s'occuper d'un problème utilisateur. Voilà, le slide suivant. Et là maintenant, je passe la parole à Stéphane sur le travail qu'il fait au CHU de Rouen dans ce domaine. Merci beaucoup. Rapidement, je vais présenter ma structure. C'est une structure un peu hybride qui est à la fois hospital universitaire et qui comprend le DIM. Alors, on ne va pas aborder ce point aujourd'hui, mais c'est très important pour toute problématique des entrepôts de données de santé d'avoir à la fois le DIM et un versant hospitalo-U. Donc, en dehors d'un professeur, on a un PH qui va disparaître puisqu'il s'occupe de la vaccination en Normandie. On a la chance d'avoir 5 ingénieurs de recherche, des documentalistes qui s'occupent notamment du catalogue SysMef. On a, alors ça a un peu bougé, pardon, j'ai pas mis à jour. On a un assistant hospital universitaire et 2 internes. On a également un interne de médecine générale et bientôt, j'espère, un interne de pharmacie. C'est très important pour justement toutes les process d'évaluation donc de ce qu'on développe et en particulier pour cette discussion aujourd'hui des terminologies de santé. Suivant. Donc, comme je l'ai déjà dit, je suis directeur adjoint du LIMIX. Je crois qu'il y a Jean Charlet qui est dans la salle. Donc, s'il doit rajouter quelque chose, il est le bienvenu. Donc, c'est un très gros labo de santé numérique, à ma connaissance, le plus important en France, avec, je crois, 80 membres, dont 35 permanents et beaucoup de doctorants. À la fois, donc, alors je m'excuse parce que tout le nom des universités a changé brutalement. Donc, pour les très vieux, c'est Paris 6, puis Université Paris Pierre et Marie Curie, puis maintenant Sorbonne Université, et puis Sorbonne Paris Nord, qui était l'ancien Paris 13. Voilà. Donc, suivant.
Donc, ah oui, pardon, voilà. Donc, ça, c'est les thématiques qui sont à la fois communes à mon département et celui du LIMIX. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on s'intéresse aux terminologies de santé depuis 25 ans. On était plutôt historiquement des spécialistes du MESH. On l'est toujours puisque c'est une termino qui nous intéresse beaucoup. On parle souvent de terminologie pivot dans différents endroits. Et en ce qui nous concerne, pour l'indexation des ressources, qu'elles soient scientifiques, donc littérature blanche ou littérature grise dans SysMef, littérature blanche dans l'ISA, puisque c'est l'équivalent de PubMed pour le français, le MESH est notre terminologie pivot. On verra si on doit discuter d'une terminologie pivot pour indexer les documents de santé des entrepôts en particulier. Donc, en termes de recherche, sinon, on s'intéresse, sans faire de jeu de mots, à la recherche d'informations, à l'ingénierie des connaissances, à l'indexation automatique et donc le traitement automatique du langage naturel, que ça soit avec des techniques anciennes comme le sac de mots qu'on utilise toujours, notamment pour nos outils d'alignement, qui a le mérite d'être certes vieux, mais solide. Et quand on le compare aux techniques plus récentes d'apprentissage profond sur le texte, quitte à vous énerver, eh ben, j'échangerai bien mon baril de sac de mots contre N barils d'apprentissage profond. Pour vous la faire courte, les outils actuels sont bien plus solides. Alors, on peut bien sûr hybrider les deux solutions, ce qu'on essaye, on va sans doute faire, avec un gain sans doute de quelques pourcents, surtout sur le rappel, c'est-à-dire diminuer les faux négatifs. Par exemple, ce qu'on a vu, c'est que on a appliqué l'apprentissage profond sur 13 millions de documents de notre entrepôt de santé. Et ce qui est assez magique, c'est qu'il détecte les fautes de frappe les plus fréquentes. Et ça, c'est très utile pour justement les récupérer pour un prochain document. Suivant. Alors, on n'est pas peu fier de dire qu'on s'est intéressé à l'approche multiterminologique depuis 2007. En fait, dès cette époque, j'avais passé quelques mois à la National Library of Medicine à Bethesda, et donc c'était assez intéressant. Et en rentrant, j'ai un peu discuté avec les gens de mon équipe. Enfin, à l'époque, on n'était pas beaucoup, en particulier avec Benoît Thirion, et je l'ai un peu forcé la main pour lui dire, écoute, ça suffit d'indexer seulement avec le mesh, il faut qu'on dépasse ça. Et donc, quand j'ai expliqué ça aux gens de Medline et de PubMed, ils m'ont pris réellement pour un fou. Vous allez me dire, la majorité d'entre vous sont d'accord avec eux, et je vous comprends. Ensuite, dans le cadre d'un projet ANR, on a lancé notre serveur multiterminologique. Alors, il est tout à fait juste que Bioportal a beaucoup plus de terminologie que nous, sauf que on a quelques avantages, et on considère, alors, enfin, je laisserai parler Mobin qui est dans la salle, qui est donc de chez Dedalus, et notre serveur multiterminologique, il a le mérite d'être ce qu'on appelle interlingue. Alors, interlingue en anglais, c'est cross-lingual. Ça veut dire qu'on peut naviguer dans notre serveur à la fois dans les terminologies et dans les langues. Donc, on a non seulement 85 terminologies, mais on a 45 langues. Alors, bien sûr, des langues complètement étonnantes, y compris le géorgien. Je vous le conseille pour la beauté de l'alphabet. C'est une merveille. Enfin, ceci dit, peut-être que ça ne vous intéresse pas autant que ça. Et donc, on peut annoncer que depuis 2000, je ne sais plus quand, un an, la société Dedalus a choisi notre serveur terminologique pour alimenter son Clinical Knowledge Portal. Alors, en fait, il y a des aspects technologiques, comme donc développer un serveur, mais il ne faut pas oublier le contenu. Donc, il y a deux aspects dans toutes ces affaires-là. Et il y a de passer quelques nuits et quelques week-ends. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis un paquet de temps. Et aujourd'hui, on a plus de 500 000 concepts différents en français, dont, vous voyez le chiffre, plus de 488 000 dans UMLS. Et ça, c'est un point très fort parce que quand vous utilisez UMLS toute seule, vous avez à peu près un tiers de ces concepts. Et donc, pourquoi nos outils sont relativement solides? C'est d'une part parce que technologiquement, ils sont pas mal, mais surtout, je ne pourrais pas dire surtout parce que je n'ai pas fait d'études, mais également, on va dire, pour rester sérieux, parce qu'on a du contenu fort.
Et donc, on aimerait bien pouvoir, bien sûr, on n'a pas répondu à l'appel d'offres serveur national de terminologie, puisque on n'a pas du tout là, on n'est pas enfin, c'est impossible pour nous de répondre à ça. Par contre, il est possible qu'on serve ce qu'on appelle d'anté-serveur académique pour ce serveur national, puisque voilà, l'ANS pense à 95 terminologies, on est déjà à 85, donc c'est potentiel. Suivant, s'il vous plaît. Et donc, dans notre expérience, on a une approche sémantique très forte en dehors en termes de recherche d'informations, ce qu'on appelle en sciences de l'information l'explosion, en informatique théorique, ça s'appelle la subsumption. C'est-à-dire quand on fait de la recherche d'informations, on recherche sur le terme et tous les termes hiérarchiquement inférieurs. Et dans notre moteur de recherche actuel sur notre entrepôt de données de santé, on va un peu plus loin et je crois, si je me rappelle bien, vous avez mis quelques transparents à ce propos. Suivant. Alors voilà. Donc, je continue sur, excusez-moi, je continue sur l'explication de l'entrepôt de Rouen. Et en fait, vous voyez bien que, alors, vous pensez que je m'éloigne du sujet, mais pas vraiment, parce que tous ces outils qui sont développés sont sémantiques et donc sont associés à des terminologies. Et donc, effectivement, la qualité de ces terminologies, on va prendre quelques exemples après, est très importante. Donc, on a un serveur de terminologie qui est multilingue, enfin qui est interlingue même. On a un annotateur. Alors, c'est très important, cet annotateur, il est lié à la langue, en l'occurrence le français, parce qu'on gère les antécédents. C'est-à-dire que dans un compte rendu, quand il y a marqué le frère a un cancer du poumon, bah, c'est pas le patient ou la patiente qui a le cancer, c'est son frère. Donc, c'est classé automatiquement oui, c'est ça, automatiquement en antécédent familial. Et enfin, on a un moteur de recherche multilingue. Je passe sur les aspects NoSQL. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Suivant. Voilà. Alors, un premier projet, puisqu'on a pas mal de projets de recherche sur le médicament, qu'on a développé dans le cadre du projet PSIAM avec Jean Charlet au LIMIX, c'est un modèle formel sur le médicament. Alors, je ne vais pas rentrer je laisserai la parole aux industriels. Malheureusement, c'est un peu un acte manqué, c'est-à-dire que les industriels ont un modèle, je crois qu'il s'appelle IDMP, j'oublie toujours son nom, parce qu'on n'y a pas accès, nous, académiques. Donc, on a recréé, c'est un peu une perte de temps, mais tant pis, un modèle formel pour pouvoir utiliser ce modèle dans nos outils de recherche. Et donc, vous voyez là, c'est le mixte entre des terminologies. Vous voyez, il y a ATC quelque part, il y a les termes, les noms commerciaux, les DCI qui sont au milieu de l'écran. Enfin, les DCI c'est les CIS. Et puis, il y a du travail d'auteur sur les indications AMM, voire hors AMM. Suivant. Et ce modèle, on avait développé, donc on a un serveur terminologique qui a lui-même maintenant des enfants. Et donc ça, j'ai beaucoup hésité à le mettre, mais depuis, on a fait quelques progrès. Donc, vous pouvez noter cette URL qui est disponible gratuitement. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est compliqué parce que moi-même, je m'y perds. C'est donc un serveur terminologique autour des médicaments. C'est bien sûr pas une base de données comme celle du Vidal ou de Theriac, etc., avec en milieu du travail d'auteur. Donc, par exemple, ici, si j'ai pris l'exemple du Prozac, vous voyez qu'il y a des prescriptions AMM qui sont tout en bas de l'écran. Il y en a 3. Et puis des prescriptions hors AMM. Et là, c'est également un travail d'auteur d'une pharmacienne de notre équipe qui s'appelle Catherine Le Thor. Et vous voyez afficher ces codes. Et quand vous cliquez sur la petite bulle qui est là, vous avez la biblio afférente à cette indication AMM qui a le mérite. Ça n'existait pas au début, ça. C'est une remarque d'un de nos utilisateurs qui nous a dit, mais attendez, mais comment je peux vous croire? Pourquoi vous me dites que le Prozac est indiqué dans l'anorexie mentale hors AMM? Quelles sont vos sources? Et donc, on a considéré que c'était une remarque valide et on a répondu à cette demande. Suivant. Alors, là aussi, c'est l'exploitation des ressources sémantiques au sein d'un entrepôt de données. Donc, quand vous tapez n'importe quel concept, donc là j'ai pris l'exemple de Lobstein,
Vous avez tous les synonymes de toutes les terminologies. Je passe le détail, c'est un peu compliqué, il faut les aligner, il faut superviser ces alignements. Je pourrais répondre à quelques questions à ce sujet. Et voici comment ça se présente. Donc, vous avez l'Opstein. Vous voyez que, si vous ne savez pas, la maladie de l'Opstein, c'est une ostéose imparfaite. Il y a des synonymes qui s'appellent maladie des os de verre. Et puis, il y a des faux synonymes. Voilà. Alors là, on rentre dans la qualité des faux synonymes. Des synonymes vrais de certaines terminologies. Alors, je ne suis plus très sûr si ce fragilité qui apparaît est un synonyme qui vient du National Cancer Institute. C'est souvent le cas. Eh ben, il n'est pas bon, ce synonyme. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On ne peut pas l'enlever du thésaurus puisque c'est un thésaurus qui ne nous appartient pas. Dans notre serveur terminologique, il n'est pas licite d'enlever des termes. Par contre, on peut enlever ce terme pour ce cas d'usage particulier qui est l'expansion sémantique. C'est ce qu'on fait. Et donc, là, je l'ai gardé exprès pour que vous voyez les erreurs potentielles. Bien entendu, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et parce que sinon, vous voyez bien que vous auriez généré beaucoup de faux positifs. Ceci dit, en cliquant à gauche de fragilité, l'utilisateur peut ne pas utiliser ce concept. Suivant. L'autre cas d'usage. Alors, on peut passer, ça c'est toujours un autre exemple sur le Covid. On peut passer, suivant. Et allez-y. Voilà. Et donc, je reviens à l'Opstein. Et donc, vous voyez l'utilisation de ce qu'on a vu tout à l'heure dans un serveur terminologique, dans une application de recherche d'informations dans un entrepôt. Là, vous avez l'Opstein, vous avez éventuellement tous les synonymes qu'on a choisis avant sur le tag synonyme. Vous avez prescription ARM, vous en avez 2, Fosamax ou Steoves. Vous pouvez en choisir qu'un ou les deux et vous lancez votre quête directement. Suivant. Alors, donc là, je suis désolé, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'acteurs qui avaient déjà écouté la présentation qu'on a faite la semaine dernière. Donc, il y a 4 transparents, donc vous allez pouvoir aller prendre un café pour ceux qui avaient déjà écouté, puisque vous l'avez déjà entendu. Donc, une première façon d'évaluer les terminologies, c'est de faire une analyse à la fois là, c'est une analyse quantitative des alignements. On peut faire aussi une analyse qualitative. Et donc, ce qu'on a fait sur l'anatomie, c'est qu'on a regardé les terminologies qui s'alignaient entre elles. Donc, la FME dont a parlé Yann, Uberon, qui est une autre terminologie, mais qui n'est pas traduite en français, la CIM11, là, on parle seulement des termes d'anatomie de la CIM11, la SNOMED-CT et le MESH. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est alors la demi-matrice au-dessus, c'est des alignements automatiques générés par notre outil d'alignement. Et la demi-matrice en dessous, c'est celles qui sont validées par un humain. Donc, vous voyez déjà le nombre d'alignements qui ont été supervisés par un humain. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'on a 500 ou 700 000 alignements supervisés dans notre serveur terminologique. C'est là aussi une richesse très, très importante d'ITOP. Donc, dans cet exemple, on voit bien que la FME est un outil et la terminologie qui s'aligne le plus avec les autres terminologies. Diapo suivante. Alors, là, c'est un autre cas d'usage d'évaluation des terminologies. Diapo suivante. Elle a disparu. Elle est partie. C'est bien. Ouais, c'est ça. Donc, l'autre diapo, c'est donc l'analyse de on pourrait appeler la couverture terminologique respective des terminologies en l'occurrence, c'est au sein d'un entrepôt de données, donc en l'occurrence le nôtre à Rouen. À cette époque, il y avait 16 millions de documents, si je m'en rappelle bien. Alors, un point important, c'est que les termes, le total des termes, c'est pas le total de la terminologie, je répète, c'est les termes qui sont, pour la FME, c'était les termes traduits, parce que tout n'est pas traduit. La SNOMED-CT Simon, c'est les termes, et le MESH d'ailleurs, c'est les termes qui correspondent à l'anatomie. Et là encore, si vous voyez, alors la dernière colonne, c'est le nombre de concepts uniques, c'est-à-dire qui sont liés avec aucun autre. Ça veut dire que c'est l'intérêt respectif de chaque terminologie, et vous voyez bien que la FME est très importante, suivie à touche-touche par Simons et SNOMED-CT,
Et dans le cas de l'anatomie, le MESH, ça c'est aussi intéressant pour nous, hein, par exemple, le MESH n'est pas pas une terminologie qui nous apporte beaucoup de choses. On peut s'arrêter là, je répondrai aussi à des questions si ça vous intéresse. Même application sur le médicament. Suivant. Voilà, donc première diapo, les alignements interterminologiques. Donc là aussi, pardon, c'est les alignements à partir de l'union des non commerciaux et des DCI qui provenaient de la BDPM, de la NSM, versus les terminologies que sont le MESH dans son ensemble, c'est-à-dire, je rentre pas trop dans les détails, mais il y a des descripteurs et puis il y a aussi des concepts. Et vous voyez que l'ajout de concepts change assez drastiquement la somme, et on voit que justement ce mesh avec ces concepts, c'est celui qui s'aligne le mieux avec les terminaux, avec les non commerciaux et les DCI. De toute façon, ça c'est des diapos qui sont disponibles en ligne dans les livrables, hein. On va passer un peu vite parce que il y aurait beaucoup à dire, mais voilà ce qu'on peut retenir. Et la diapo suivante, c'est là aussi l'extraction de même chose sur l'entrepôt de Rouen. Diapo suivante. Voilà. Et alors là, vous avez DCI non commerciaux et vous voyez que ça donne des chiffres très, très importants par rapport à… Ça, c'est une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ces résultats, mais il faut les prendre tels quels puisque c'est les résultats objectifs. Et donc, quand vous faites la somme de DCI et non commerciaux, ça écrabouille tout le reste versus Simons, dernière colonne, excusez-moi, MESH, SNOMED-CT et NCIT. Et donc, et en l'occurrence, vous voyez comme quoi c'est compliqué. Le MESH est par rapport à tout à l'heure, par rapport à l'anatomie, on a dit tout à l'heure que sur l'anatomie, le MESH n'était pas très intéressant. Et ben à l'inverse, sur les médicaments, il est meilleur à la fois que SNOMED-CT, NCIT et Simons. Donc, ça veut dire que en fonction de de chaque cas d'usage, il faut faire ces évaluations pour pouvoir se rendre compte de quoi on parle. Alors, idéalement, ce qu'il faudrait faire, parce que là, ça a été fait sur le site du CHU de Rouen, il faudrait refaire cette étude sur un autre entrepôt pour pouvoir valider ce point. Suivant. Il manque… Bon, enfin, j'avais une autre diapo où j'évaluais le… Bon, c'est pas très grave. Elle a disparu. Non, je l'avais pas mise. Bon, autant pour moi. Non, attendez, je vais conclure. Ouais, je conclus. Donc, il y a, comme on l'a dit, il y a une grande diversité des ressources terminontologiques dans le domaine de la santé, hein, puisqu'il y en a au moins une centaine. Comment dire, Bioportal a plus de 800 terminaux parce qu'il y a beaucoup de terminaux en biologie, en bioinformatique, etc. La qualité des ressources, c'est assez complexe, hein, l'évaluation des terminologies. J'ai abordé quelques points de façon rapide, et un point, par exemple, qui nous a posé d'énormes problèmes parce qu'on ne s'en était pas aperçu, et donc on avait lancé des alignements et des process automatiques sans comprendre que les synonymes du NCIT étaient très ambigus. C'est que ça nous a généré pendant très longtemps beaucoup d'erreurs, de faux positifs. Et donc faites attention si vous utilisez des outils automatiques. Par exemple, nous on fait des alignements supervisés avec ce qu'on appelle la fermeture transitive. Donc la transitivité, mais générée non pas à un niveau 1, enfin entre 3 termes, mais ça peut aller à n termes, et donc ça génère tout de suite beaucoup de bêtises si vous ne faites pas attention, quoi. Donc malheureusement, il faut être très rigoureux dans cette gestion des terminologies, et comme je l'ai expliqué, en termes de contenu, c'est souvent le week-end et la nuit, et ben ça peut générer, quand on est fatigué, ça peut générer des erreurs. L'autre point, c'est la nécessité d'évaluer dans un contexte de cas d'usage spécifique ces terminologies par des personnels métiers. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'était très important pour nous d'avoir des internes de médecine G, bien entendu des internes de santé publique comme ma discipline, mais aussi des pharmaciens ou des infirmiers. Enfin bon, bref, je passe.
ou des médecins généralistes, bien entendu. J'ai déjà dit, pardon. Et dernier point qui est plus lié à l'Agence du numérique en santé, c'est la nécessité d'une évaluation juridique. Et, en fait, on ne va pas reprendre la discussion sur la SNOMED-CT et MEDRA, mais c'est vrai qu'il y a objectivement, il y a un problème d'accès à ces deux terminologies qui sont propriétaires versus l'ensemble des autres qui ne le sont pas. Je vais m'arrêter là-dessus. Ok, ben merci à tous d'avoir assisté, de participer. Et pour le service après-vente, s'il y a toute question, Élodie se fera un plaisir de reverser nos coordonnées pour qu'on puisse approfondir certains points de cet échange. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation nombreuse. À bientôt, portez-vous bien.